Emmanuel Macron a enfin tranché. Après plus de 50 jours, la France a enfin un nouveau Premier ministre. Le chef de l'État a nommé Michel Barnier contre toute attente. Le nouveau Front populaire crie au scandale. Le Rassemblement national met le nouveau Premier ministre sous surveillance. Pour en parler, je reçois la députée Nouveau Front populaire de la Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. Bonsoir et bienvenue dans le Face à Face. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa et Fréquence Protestante. Michel Barnier, 73 ans, a succédé à Gabriel Attal jeudi dernier. Ce matin dans Libération, vous avez dit que c'est un hold-up démocratique. Oui, c'est le déni total du suffrage qui a été exprimé par les électeurs suite à cette élection législative imposée par Emmanuel Macron. Et pourtant, il n'a rien à faire du résultat. C'est-à-dire que les Français se sont mobilisés pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, pour dire aussi leur colère vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron, du gouvernement. Ils ont porté en tête la coalition du nouveau Front populaire. Et le résultat, c'est qu'on a un Premier ministre qui est à la fois issu des rangs d'un parti qui a fait 5%, je crois, aux élections européennes, qui a refusé, qui a refusé d'appeler au quatrième aux élections législatives aussi. Oui, mais qui a refusé d'appeler au Front républicain, qui s'est mis en dehors de cette dynamique qui est quand même le principal enseignement de cette élection. Et le président de la République l'a fait dans un déni de cette coalition arrivée en tête qui est celle portée par Lucie Castet, qui aurait dû être nommée Premier ministre il y a plus de 2 mois déjà. Le président de la République, comme il ne veut pas modifier sa politique, eh bien, il a contourné les choses et il s'est arrangé avec Marine Le Pen, ce qui est quand même assez hallucinant quand on sait que Emmanuel Macron, par 2 fois, a été élu pour justement empêcher Le Pen d'arriver au pouvoir. Mais sur l'hypothèse de Lucie Castet, toutes les autres forces politiques à l'Assemblée nationale ont averti d'avance qu'elle serait forcément censurée. Est-ce au président de la République à faire cela? Certainement pas. Ce n'est pas au président de la République à décider qui sera ou non censuré. C'est au Parlement de le faire. Donc la responsabilité du chef de l'État était de nommer la personnalité qui incarne la coalition arrivée en tête, et après, charge à elle de montrer qu'elle est capable de tenir et de ne pas être censurée. Ce n'est pas au président de la République de faire cela. Il confond le pouvoir législatif et le pouvoir qui est le sien, et il utilise le pire de la Ve République pour imposer sa politique. Vous savez pourquoi il n'a pas voulu de Lucie Castet? Pourquoi? C'est parce qu'en quelques semaines, avec 10 décrets, elle aurait pu mettre à terre tout ce qu'a détruit le président de la République en cette année de mandat. Donc il est tellement attaché aux privilèges qu'il a accordés aux hyper riches, aux grands groupes économiques, il est tellement attaché à sa contre-réforme des retraites qu'il est prêt à tous les deals, tous les mécanos politiciens pour maintenir son cap politique, qui est un cap à la fois très libéral sur le plan économique, mais aussi très brutal et de plus en plus en marche vers l'extrême droite. Mais on vous entend, mais le NFP s'est arrivé en tête, mais n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Personne n'a de majorité. Il n'a même pas 200 députés. Comment gouverner avec Lucie Castet sans majorité, sachant que personne ne voulait du programme du NFP à l'Assemblée nationale? Comment le président de la République et la Macronie a gouverné depuis 2022 où il n'a pas de majorité? Il n'avait pas de majorité. Votre majorité, il est très relative à la différence de charge à nous, sur chaque projet, d'essayer de dégager des majorités. Mais ça n'est pas au président de la République de décider si nous étions ou non capables de le faire. C'est pas le chef de l'État, les autres membres de l'opposition aussi, les autres partis politiques ont annoncé qu'ils allaient tôt ou tard censurer Mme Castet. Oui, mais vous verrez que tôt ou tard, M. Barnier sera aussi censuré. Donc si vous voulez, soit on respecte la logique des institutions, la logique démocratique, soit on s'assoit dessus. Vous trouvez normal que M. Barnier soit Premier ministre avec la bienveillance de l'extrême droite qui a perdu cette élection? Est-ce que vous trouvez normal que M. Barnier, qui vient d'une formation politique qui a, je crois, 47 députés à l'Assemblée nationale, soit le Premier ministre? Ça n'est pas démocratique. Et je pense que la manière de faire du président
est de nature à dégoûter les Français de la politique parce qu'ils se disent à quoi ça sert de se mobiliser si au final c'est pour avoir la même politique. Parce que ce que veut imposer Emmanuel Macron, c'est la même politique, la continuité. Au nom de la prétendue stabilité, il va imposer la continuité. Si on regarde un peu en arrière, est-ce que vous n'avez pas aussi fauté dans vos hésitations à choisir une personne pour vous, pour Matignon? Parce qu'au lendemain des élections, on a vu les discussions qui pataugeaient au niveau des leaders du NFP. Est-ce que là aussi, ce n'est pas le péché originel peut-être? Alors, on a mis 15 jours. Le président de la République a mis plus de 2 mois pour nommer son Premier ministre. Donc finalement, on peut se dire que le nouveau Front populaire est allé assez vite. Mais vous me connaissez peut-être suffisamment pour savoir que je suis très attachée à l'Union et que j'aurais préféré que l'Union soit confortée, que la NUPES n'ait pas explosé et qu'au moment de ces élections, on soit arrivé avec déjà un nom de premier ou de première ministre. Ça n'a pas été le cas. L'erreur de votre part aussi à ce niveau de Notre erreur, je vais vous dire, notre erreur, c'est d'avoir fait exploser la NUPES et non pas consolider cette NUPES, faire en sorte que toute la période des élections européennes ne soit pas un moment de déchirement, de fracture entre nous, mais un moment où, même si on avait eu à la fin des listes séparées, on aurait donné à voir notre possibilité de s'entendre. Bon, et qu'après tout ce moment-là, très dur entre nous, on ait réussi quand même à se mettre d'accord. Donc on ait réussi à trouver un nom, je trouve que c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, ce n'était pas le pari d'Emmanuel Macron qui a dissous en espérant tirer les marrons du feu de nos déchirements à gauche. Il a oublié qu'il y avait une tradition dans notre grande famille politique, c'est que quand on est face à un ennemi principal qui est l'extrême droite, on sait se rassembler. Mais vous aussi, vous avez été un peu surpris, j'ai l'impression, au lendemain, au soir des résultats. Est-ce que vous vous attendez à ce résultat du NFP concrètement? J'ai trouvé la percée plus importante que ce que j'imaginais. Et puis, les sondages nous prédisaient une victoire éclatante de l'extrême droite. Donc, j'ai vu la mobilisation. Donc, j'ai pensé que c'était possible. Au fur et à mesure des semaines, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le pays, que des activistes, des citoyens, des forces sociales s'étaient mis en mouvement pour empêcher l'extrême droite de gagner cette élection et pour venir prêter main forte à cette union de gauche et écologiste que veulent les Français qui sont attachés aux valeurs émancipatrices. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Hein. Je veux dire, l'union est quelque chose de plébiscité parce que c'est le seul moyen de nous permettre d'arriver aux responsabilités. Donc, en gros, c'est un peu la victoire du Front républicain et non du nouveau Front populaire, concrètement. Eh ben, il y a plusieurs victoires. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, c'est ce que je vous ai dit, le premier enseignement pour moi, c'est la mobilisation des électeurs pour empêcher l'URN de gouverner. Ouais. Ça me paraît être la leçon principale. Et deuxième leçon, la coalition arrivée en tête, c'est le nouveau Front populaire et ça, personne ne l'avait vu venir. Donc c'est intéressant de voir que ceux qui nous croyaient morts, ceux qui pensaient qu'on était incapable de s'entendre, bah, finalement, on a fait une démonstration de force. Maintenant, il faut confirmer parce que ça ne suffit pas. On n'a pas gagné, on n'a pas la majorité, donc il faut passer la marche suivante. Mais après ce scénario-là, est-ce que vous serez prête, vous, demain, à faire barrage encore face à l'extrême droite pour soutenir un candidat du bloc central? C'est le bloc central qui rend les choses infernales. Déjà, c'était difficile. Beaucoup se sont bouchés le nez, vous le savez. Ont déjà eu le sentiment d'être trahis, d'avoir voté une première fois, parfois une deuxième fois encore, et puis de se retrouver avec une politique qui fait la loi asile-immigration, qui est complètement dans les termes de l'extrême droite, qui banalise la présence de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet a même dit de M. Chenu, c'est un très bon vice-président, et j'en passe. Hein. Ou alors de reprendre les termes de qualification de la gauche comme étant immigrationniste dans la bouche d'un président de la République qui a été élu pour faire le front républicain contre l'extrême droite. Tout ça ne va pas. Donc c'est sûr que le bloc central qui est en train de s'effondrer, il le fait en courant après l'extrême droite et en s'alliant quelque part à l'extrême droite. Donc c'est une situation qui est insensée. Insensée. Quand on se pose 3 secondes, on se dit mais comment on a pu en arriver là? Comment est-ce possible? Et la responsabilité première est celle du président de la République. Et donc, ma question, est-ce que vous serez prête à faire barrage éventuellement s'il y a cette nouvelle opposition? Écoutez, le meilleur barrage, c'est celui où nous nous mettons en situation d'être majoritaire, sincèrement. Si ce n'est pas le cas? Mais il faut que ce soit le cas, je me battrai pour ça. Et le moment venu, on en discutera. Mais que feront les autres pour faire barrage? Est-ce que M. Barnier et les LR feront, eux, barrage contre l'extrême droite? Est-ce que le bloc central sera capable de faire barrage? Posez-leur aussi la question. Nous, on l'a fait. Et vous le savez que dans cette élection, ceux qui ont le mieux accompli, c'est-à-dire les candidatures qui se sont le plus retirées, les électeurs qui ont le plus reporté leur voix, y compris dans certaines circonscriptions pour aller voter pour Elisabeth Borne, c'est incroyable. Eh bien, ce sont les électeurs
et les candidats du nouveau Front populaire. Donc je pense que la leçon sur le Front républicain à faire, elle n'est pas chez nous, mais chez les macronistes. Ils ont plus de 100 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays n'est pas concrètement à droite quand on voit la montée en puissance du Rassemblement national? Écoutez, vous tombez bien parce que je viens de terminer la lecture du livre de Vincent Tibéri, que vous connaissez peut-être, qui est un politiste que j'apprécie beaucoup. Et je trouve son enquête très intéressante puisqu'il est allé regarder au long cours l'évolution sur des sujets importants, structurants de la vie politique, pour voir s'il y a cette droitisation. Et la conclusion qu'il en tire, c'est qu'il n'y a pas de droitisation. Les Français sont plus tolérants. Les Français sont plus attachés aux valeurs d'égalité, égalité entre les hommes et les femmes. Le racisme, l'antisémitisme reculent dans les têtes. Même sur des items importants, chers à l'extrême droite, je pense en particulier, vous savez, à tout ce discours sur l'assistanat, etc. En réalité, de nombreuses enquêtes montrent que les Français pensent aujourd'hui que non, les chômeurs ne doivent pas être obligés d'accepter n'importe quel emploi. Donc, il y a sur le terrain économique aussi les préoccupations de protection sociale, de redistribution des richesses sont majoritaires et arrivent et elles progressent. Donc il y a quelque chose qu'il faut arriver à comprendre, parce que c'est pas si simple, c'est que la droitisation, elle est en haut. C'est ce qu'explique Vincent Tibéri. C'est-à-dire que par contre, quand on allume sa télévision, quand on lit les journaux, on a l'impression que le débat public tire vers la droite, que les thèmes tirent vers la droite. Électoralement aussi, on voit la montée de l'extrême droite, mais elle n'est pas irrésistible, cette montée de l'extrême droite. Et je pense que la question, elle est aussi à se poser aux gauches aujourd'hui. Comment, stratégiquement, on arrive à faire en sorte que ces progrès que l'on note dans les consciences en France puissent se traduire dans un vote majoritaire. Et là, c'est du côté, comme on dit, j'aime pas trop l'expression, mais de l'offre politique qu'il faut aussi travailler. Mais ce n'est pas peut-être aussi la faute de la gauche qui ne sait pas mettre, qui ne sait pas nommer concrètement les problèmes. Est-ce que l'immigration, c'est un tabou à gauche aujourd'hui, selon vous? Mais ce n'est pas une histoire de tabou, c'est qu'on n'a pas du tout la même vision que l'extrême droite et que la manière dont l'immigration est traitée aujourd'hui dans ce pays est toujours une vision où on aurait trop d'immigrés, les immigrés seraient responsables du chômage, les immigrés seraient quasiment tous des délinquants, voire des djihadistes en puissance. Donc le problème, il est là, c'est dans la manière de le traiter. Donc moi, j'ai aucun problème à vous parler d'immigration. Je pense que ce n'est pas le problème majeur de la France et que la question n'est pas la crise migratoire, mais la crise de l'accueil. Donc, OK pour avoir ce débat-là. Moi, j'ai aucun problème et j'ai des positions qui sont très claires, cohérentes depuis longtemps et je pense que c'est bien aussi de les assumer, franchement. L'idée qu'il y a deux visions de la question, deux manières de prendre le problème. L'extrême droite pense qu'on peut mettre tout le monde dehors et que ça va être mieux et que cela réglera les Français. Nous pensons que c'est pas ça qui va donner plus de services publics aux Français, c'est pas ça qui va remplir les frigos et que c'est pas ça qui fera reculer la délinquance et que par ailleurs, il est impossible de fermer les frontières et que ce n'est pas une société souhaitable. En revanche, quand il y a des immigrés qui viennent, et d'ailleurs qui occupent parfois des métiers qui sont particulièrement pénibles, particulièrement sous-payés, on ferait mieux de protéger ces travailleurs et ces travailleuses pour qu'ils ne créent pas de la concurrence déloyale avec ceux qui ont des papiers et qui sont aussi exploités. Donc, regardons les choses lucidement et ayons pour boussole les principes républicains qui sont souvent les meilleurs guides, liberté, égalité, fraternité. Et à partir de là, on peut faire une politique de l'accueil cohérente, protectrice et qui donne un sentiment aussi comment dire, qu'on vit dans une société qui protège et qui est fraternelle. Et comment on règle l'accueil, surtout le spectacle désolant qu'on voit par exemple à Lampedusa? Comment on freine cette immigration clandestine? Mais vous ne pouvez pas, quand il y a la guerre, la misère et que des gens sont prêts à mourir pour quitter leur pays, vous ne pouvez pas raconter... Pardon, mais il y a des immigrés qui quittent des pays où il n'y a pas la guerre. Il y a des immigrés qui viennent de la Côte d'Ivoire. À ma connaissance, il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, mais vous savez très bien que les grands afflux viennent aussi quand d'un seul coup on a eu... Et d'ailleurs, on a très bien su les accueillir, je pense aux Ukrainiens. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a su accueillir des centaines et des centaines. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine, oui. Mais il y a certains pays où il n'y a pas la guerre, où certains prennent le bateau. Mais bien sûr, mais il y a même des migrations qui viennent de tout un tas de pays. Elle est plurielle. Mais quand vous avez des arrivées massives, d'un coup, et des gens qui prennent le bateau et qui prennent des risques de leur vie, bien souvent, c'est qu'ils viennent de territoires où ils fuient la guerre et la misère. Il faut quand même l'entendre, cela. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse mourir dans la Méditerranée, qui est le plus grand cimetière maintenant ? Vous pensez que ça, c'est cohérent ?
Il n'y a pas de réponse à l'origine. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être régler le problème dès la base, selon vous? Bien sûr, mais ça c'est évident. Et il faut, enfin, d'abord, on n'a pas tout pouvoir. On peut pas. Enfin, je veux dire, je suis pour qu'on essaye de panser les plaies, pour qu'on évite de contribuer à des logiques de guerre. Ça, c'est logique, qu'on arrête de vendre des armes, peut-être aussi à des pays qui sont particulièrement dangereux, et qu'on ait une politique d'aide au développement qui n'est pas ce que j'ai vécu ce matin dans ma propre commission des affaires étrangères, l'APD, comme on appelle ça, hein, ouais. qui ne tient pas ses promesses pour aider au développement d'un certain nombre de pays à travers le monde. Donc oui, la France doit faire sa part, mais cette part d'aide, mais elle n'est pas toute puissante ici maintenant. Donc vous n'allez pas, parce que d'un seul coup, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas régler toutes les guerres, toute la misère du monde. Donc ce qui fuit ces situations-là, ça va continuer et ça va même s'accroître avec le dérèglement climatique. Plus vous aurez un dérèglement climatique, plus vous aurez des déplacements de population. Qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme? Vous voulez quoi? Une société où tout le monde est barricadé? Mais est-ce que la France, aujourd'hui, est-ce que la France peut continuer à accueillir le maximum? Mais elle n'accueille pas beaucoup. Mais vous savez qu'elle n'accueille pas beaucoup. Vous savez qu'elle accueille peu. Elle accueille moins que, par exemple, l'Allemagne. Elle accueille moins qu'à bien d'autres périodes. Et qu'en général, il y a presque une inadéquation entre les moments où elle est en angoisse du nombre d'immigrés qu'il y a et la réalité de son accueil. Parfois, elle est moins angoissée, elle accueille plus, et parfois, elle est très angoissée, elle accueille moins. Donc, vous voyez, il y a une vue de l'esprit aussi qui fait perdre pied sur le réel. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut en revanche mettre des moyens dans notre pays pour accueillir dignement. Et je vous parle depuis la Seine-Saint-Denis. Je veux dire, quand, par exemple, vous avez des gens qui viennent et qui devraient avoir le droit d'asile, et qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous à la préfecture pour l'avoir, c'est un problème. Quand il n'y a pas de procédure pour l'alphabétisation, quand vous payez au lance-pierre, que vous laissez les gens vivre dans des conditions absolument indignes, forcément, vous créez des problèmes. Donc pour moi, la question centrale est quand même notre capacité d'accueil. Revenons sur l'actualité politique en France. Cette nomination de Michel Barnier à Matignon est jugée aussi par une certaine partie de la gauche comme le fruit de votre politique jusqu'au boutiste, c'est-à-dire le programme, rien que le programme du NFP. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Alors moi, j'ai jamais dit tout le programme, parce que la lucidité impose de regarder en face qu'à partir du moment où on n'a pas la majorité, on ne pourrait pas appliquer tout notre programme, que notre programme. Mais attention, une fois qu'on a dit ça, si on va gouverner, c'est quand même pour donner à voir ce qu'on voudrait faire. Donc c'est chercher des majorités sur la base des mesures qui sont dans notre programme. Donc c'est pas tout notre programme, mais enfin c'est quand même sur la base de notre programme. Sur les retraites, c'est tout le programme, rien que le programme. Sur les retraites, c'est tout le programme et rien que le programme. Mais sur les retraites, il y a une majorité à l'Assemblée nationale contre la réforme Macron. Vous assumez de voter avec le RN des mesures pour abroger la réforme? Nous assumons de faire ce pourquoi nous avons été élus, c'est-à-dire l'abrogation de la réforme des retraites. C'est ce qui est attendu de nous. Et vous savez, si on regarde qui a voté avec le Rassemblement national au précédent quinquennat, je peux vous faire la liste, et c'est bien plus les macronistes et le RN qui se sont entendus que nous. Donc là, le sujet, c'est, par exemple, sur les retraites, on aurait une majorité. Sur la taxation des super-profits, on aurait eu une majorité. On aurait pu le faire et faire rentrer de l'argent dans les caisses publiques parce que nous avons besoin de développer nos services publics, par exemple. Donc, une autre logique pouvait commencer à poindre. Vous voyez, on pouvait faire cela. Ça ne veut pas dire tout le programme, parce que nous ne sommes pas majoritaires, mais en revanche, ça veut dire être capable déjà de changer de cap pour notre pays. Et est-ce que Lucie Castet, qui n'était pas connu du grand public, qui n'a pas de mandat démocratique, était la personne adéquate pour répondre, pour mener à bien ce programme-là, ou pour aller chercher des compromis? C'est une femme compétente qui est engagée sur la question des services publics, qui est énarque, ce qui dit aussi un peu de ses compétences, en tout cas à assumer la responsabilité qui est très grande d'être Première ministre. Et elle a surtout pour elle d'avoir fait consensus dans notre cartel entre 4 formations politiques, ce qui était très important, puisque s'il n'y avait pas de personnalité qui permettait de fédérer, même si ce n'est pas une majorité nette, notre coalition et cette majorité relative, si j'ose dire, n'aurait pas pu gouverner. Donc je pense qu'elle était en effet la bonne personne et depuis 2 mois, elle n'a pas démérité. Mais il y avait aussi Bernard Cazeneuve, Karim Bouamrane ou encore Carotte Delga et toutes ces autres personnalités-là. Ils ne sont pas au cœur du nouveau Front populaire, ils ne font pas consensus dans le nouveau Front populaire. Donc avec quel appui
de députés, ils auraient pu mener à bien une politique de gauche. Comment ils auraient pu faire? Mais ils sont de gauche. Comment auraient-ils pu mener une politique bien à gauche s'ils ne sont pas appuyés par le nouveau Front populaire? Dit autrement, je vais le prendre dans l'autre sens. Si Emmanuel Macron avait voulu accepter le résultat des urnes et laisser une coalition de gauche gouverner, il aurait nommé Lucie Castet. Pourquoi a-t-il proposé des noms comme Bernard Cazeneuve? C'est parce qu'il voulait fracasser le nouveau Front populaire et qu'il espérait ainsi mettre à mal la possibilité d'incarner une alternative. C'est une opération politique qui vient de la Macronie et il espérait que Bernard Cazeneuve ou quelqu'un d'autre accepte suffisamment de compromis pour créer une autre majorité avec les macronistes et une partie de la gauche, mais pas le nouveau Front populaire. Michel Barnier prononcera dans quelques jours, quelques semaines, son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous confirmez que vous le censurez en cas de dépôt de Oui, on l'a toujours dit, bien sûr. D'ailleurs, je ne suis pas sûre. Il ne se soumettra pas au vote de confiance, comme ses prédécesseurs, vous voyez, on en arrive. Et par ailleurs, oui, je suis révoltée par la nomination de M. Barnier, je vous le dis, révoltée. Je trouve insensé que le président de la République ait fait ce choix. Et si la censure ne passe pas, c'est quoi la suite pour vous? On va continuer à se battre. D'abord, la destitution du président, c'est ça? La destitution que j'ai, pour ma part, signée, puisque je pense que le président de la République est aujourd'hui dans un abus de pouvoir et qu'il n'est pas possible qu'on ne pose pas la question de sa légitimité à continuer à diriger ce pays. C'est son pouvoir discrétionnaire de nommer le Premier ministre en fonction de la coloration politique à l'Assemblée nationale. Vous savez aussi que nous contestons la Ve République et le tout-pouvoir qui est fait de lui et qui est fait pour le président de la République et que pour nous, il outrepasse l'interprétation qui aurait dû être la sienne de la Ve République en un cas pareil. En un cas pareil, dans n'importe quelle démocratie en Europe, vous auriez eu la nomination de la coalition arrivée en tête. Partout ailleurs. Il n'y a qu'en France où on a un président de la République qui peut faire l'inverse de ce qui est sorti des urnes. Eh bien ça, oui, ça met très en colère. Et vous savez, il y a ce que nous, on va pouvoir faire à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi ce qui va se passer en termes de mobilisation sociale. Les syndicats commencent à s'organiser, des manifestations sont prévues, la colère est importante. Moi, je ne sais pas de quoi sera faite cette année. Vraiment pas. Et ce que j'espère, c'est qu'en tout cas, le nouveau Front populaire sera à la hauteur pour proposer une perspective, pour rester unis, et pour incarner l'espoir. Est-ce qu'il restera uni jusqu'au bout? Parce qu'on a eu un essai avec la NUPES. Hein. Eh bien justement, il ne faut pas répéter les erreurs de la NUPES. Comment ne pas répéter les erreurs de la NUPES alors? Et déjà se structurer, créer un cadre, créer des assemblées qui soient du bas en haut, se mettre au travail ensemble, arrêter les polémiques publiques et avoir des cadres pour discuter de ce qui ne va pas entre nous, de ce qui peut poser problème pour dénouer les questions et non pas reconstituer les deux gauches. Je ne crois pas qu'il y ait le début d'un plan B à l'union des gauches et des écologistes pour gagner la prochaine présidentielle et les prochaines législatives si elles ont lieu avant la présidentielle. Je ne crois pas qu'il y ait de plan B. Je n'en vois pas. Et donc, s'il n'y a pas de plan B, si on veut être à la hauteur des besoins des Français, alors il faut se souder, se structurer, se développer. Et de ce point de vue, la mise en disponibilité de Lucie Castet, qui est la preuve vivante de ce nouveau Front populaire, est une bonne nouvelle parce qu'elle peut aussi emmener beaucoup de gens de la société civique, comme on dit, vous savez, de la société mobilisée, ceux qui sont venus nous prêter main forte dans cette affaire-là, mais qui ne sont pas membres des partis, pour faire pression, parce que le peuple de gauche ne nous pardonnerait pas si nous nous éclations. Et pour conclure, vous avez lancé aux côtés de vos amis ex-insoumis Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simoni, Hendrik Davy et bien d'autres, il y a quelques semaines, l'APRES, qui est l'Association pour la République écologique et sociale. C'est quoi? C'est un mouvement politique pour marquer la rupture avec Jean-Luc Mélenchon ou c'est un autre espace politique à gauche pour réfléchir? Au démarrage, on voulait créer un club de réflexion à l'intérieur de la France Insoumise, puisqu'on était dedans, on a été exclus de tout dans la France Insoumise, toutes les instances de direction. De toute façon, il n'y a pas d'espace démocratique, donc voilà, et on voulait faire cette association. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé la purge, c'est-à-dire des camarades qui ont été critiques, députés sortants, et qui, de manière extrêmement brutale, ont été mis dehors pour avoir pris des positions, aussi bien sur la démocratie interne, sur la manière dont était traitée l'affaire Quatennens, ou encore sur la façon dont on s'est exprimé autour du 7 octobre. Bref, pour tout ça, on a été mis dehors. Aussi pour la critique du profil politique, où on pensait qu'il fallait un profil qui soit davantage raccord avec l'objectif de l'Union et aussi de nature à moins cliver dans le pays pour aller chercher la majorité. Pour tout ça, on a été mis dehors. Donc,
l'objet de cette espèce de club de réflexion qu'on voulait faire a changé immédiatement. Et donc, nous sommes maintenant dans l'idée d'associer toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans notre trajectoire pour une assemblée générale de constitution le 5 octobre. Et j'espère bien ensuite qu'avec d'autres, comme d'autres mouvements, je pense en particulier à Génération ou à Picardie Debout, eh bien, on va pouvoir créer une nouvelle force politique, peut-être un 5e pilier du nouveau Front populaire. Est-ce que vous regrettez votre engagement au sein de la France insoumise? Non, pas du tout. C'était logique que je sois dans cette famille-là. Vous savez, je n'ai pas tellement bougé. Moi, j'ai toujours été dans cette gauche bien franche. J'ai fait la bataille du non au traité constitutionnel européen. J'ai fait les 3 présidentielles de Jean-Luc Mélenchon avec des réussites qui m'ont rempli de joie et qui ont été utiles. Et pour autant, à un moment donné, j'estimais que le chemin pris par cette organisation ne convenait pas à plein d'égards, je l'ai dit. Et comme il n'est pas possible de ne pas être d'accord à la France insoumise, eh bien malheureusement, on va être obligé de poursuivre cet engagement qui n'a pas bougé en termes de projet politique général, eh bien de le continuer sous d'autres formes. Vous avez dit au lendemain des élections que vous étiez prête à occuper le poste de Premier ministre si on vous le demandait. Oui. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'en 2027, si on vous demande d'être candidate pour la présidentielle, vous accepterez? Ah, si on me le demande, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que... Vous-même, vous y pensez aussi. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est acter le principe qu'on aura une candidature commune, et deuxièmement, définir une méthode qui nous permette de désigner une candidature. Et à ce moment-là, quand on aura trouvé tout ça, on verra si je suis candidate dans ce mode de départage. Mais le plus important, c'est de se mettre d'accord sur une candidature commune et un mode de départage. Merci. Et il y a urgence. Merci Clémentine Autain, députée nouveau Front populaire de la Seine-Saint-Denis. Merci à vous, chers téléspectateurs et aux auditeurs de la radio Fréquence Protestante. Portez-vous bien et à très bientôt.